J'ai été youtubeuse à temps plein. À un certain point, là, j'ai atteint ma crise du quart de siècle. Grosse remise en question. On dirait que je m'accomplissais plus. Combien tu gagnais environ à ce moment-là, youtubeuse à temps plein? Hey, j'étais bien, je peux pas croire que je me suis infligé ça. J'avais pas anticipé que c'était tous les jours, tous les soirs et toutes les fins de semaine pour le restant de ma vie. Surtout courtier immobilier. Je sais pas si vous avez vu, on dirait qu'il y a comme un débat ces temps-ci sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est difficile d'être influenceur? Hey, j'étais gâtée pourrie, là. Le nombre de fois qu'il y a des gens qui sont venus vers moi et qui m'ont dit « Je suis allée vers un gros nom de l'immobilier à Québec puis j'ai eu aucun service. » Considères-tu que tu es compétitive dans ce milieu-là? Si mon client dit « Je veux cette maison-là », oh oui, là, je suis extrêmement compétitive. On le sait pas, c'est où la limite, puis souvent, tu t'en rends compte qu'elle est trop tard. Bienvenue au podcast Main à la pâte, un podcast où on reçoit des entrepreneurs d'ici qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux, mais dont on connaît un peu moins le côté personnel. Aujourd'hui, on reçoit Laura Gabrielle Perramort. Laura Gabrielle a commencé sa carrière sur les réseaux sociaux. C'est quand même une grande youtubeuse du Québec. Elle a fait Occupation Double aussi, elle est allée chercher une notoriété de ce côté-là. Et elle a fait un 360 en dirigeant l'attention qu'elle avait pour se lancer en tant que courtière immobilière. Donc, ça va être super intéressant de voir ce type de monétisation-là pour les créateurs de contenu. C'est quelque chose qu'on n'est vraiment pas habitué de voir. Bonne écoute. Laura Gabrielle Perramort, bienvenue au podcast Main à la pâte. Bien, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis super contente d'être là parce que, comme je vous disais, je suis une grande fan là, de vos entreprises, de votre montée fulgurante. Fait que vraiment reconnaissante d'être ici. Ça fait full plaisir pour nous de te recevoir également. C'est pas la première fois qu'on se rencontre. Deuxième fois, j'étais dans un processus d'achat de maison, puis c'est là qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Contente aujourd'hui, on va pouvoir approfondir un petit peu plus l'immobilier, ta carrière de youtubeuse aussi également. Oui, tout à fait. Donc, qu'est-ce qui t'a amené en immobilier? Commençons par ça. Oh mon Dieu! Ben, j'ai quasiment l'impression qu'il faut revenir encore vraiment plus loin en arrière parce que, comme tu as dit, j'ai été youtubeuse à temps plein. OK. Mais à un certain point, là, j'ai atteint ma crise du quart de siècle. J'ai le goût de l'appeler. Là, grosse remise en question à 25 ans. On dirait que je me retrouvais exactement au même stade que j'étais à 17. Même si j'ai adoré faire ce que je faisais, on dirait que je m'accomplissais plus au niveau de ma carrière. T'as quand même fait ça genre 8 ans à peu près. Exactement. J'avais de la misère à me renouveler. On dirait que YouTube était un peu en déclin aussi au niveau des capsules dans le type que je faisais auparavant. Fait que là, ça a été beaucoup de remises en question. Puis après ça, qu'est-ce que je fais de ma vie? Je veux pas. Mais là, attends, t'étais jeune. T'as dit youtubeuse à temps plein. Ouais. Combien tu gagnais environ à ce moment-là, youtubeuse à temps plein? Ben, en fait, j'ai commencé, j'avais 17 ans. Okay. Puis, je dirais que la première année, peut-être les 2 premières années, c'était plus un hobby. Après ça, c'est devenu comme mon emploi à temps partiel, si on veut, pendant mes études. Mais j'ai pas le choix d'admettre qu'après Occupation Double, ça a comme explosé à un certain point. Puis, moi, j'étais aux études en assurance et services financiers à l'époque, ce qui est une technique au cégep. Fait que là, quand j'ai décidé de faire Occupation Double, c'est comme si je pouvais pas me réinscrire à l'école tout de suite parce qu'il fallait que j'attende ma cohorte à l'automne d'après. Fait que là, j'ai comme eu la chance de faire ça à temps plein puis de me dire, regarde, si ça marche pas, je me réinscris à l'école. Puis si ça marche, ben tant mieux. C'est là que j'ai réussi à avoir un vrai bon salaire annuel. Là. Fait que... Puis, parce que là, aujourd'hui, on en discutait tout à l'heure, tu as 28 ans. Oui. Quand tu es allée à OD, tu avais quel âge? J'étais un bébé. Oui, c'est ça devait être comme 2018-2019. Puis je venais juste d'avoir 20 ans quand on est parti. OK. Ouais, c'est terrible quand je repense à ça. Puis tu te fais croire que t'es mature, puis t'essaies de dater des gars de 30 ans, mais ça marche pas. Mais quand tu repenses à ça, tu sais, même chose, là, tu te sens adulte au début vingtaine, mais dans le fond, quand tu regardes ça en arrière... Exactement. Tu sais, là, à 28 ans, j'ai l'âge de tous ceux qui étaient là-bas, puis ça fait aucun sens. Je peux même pas croire qu'ils m'ont pris, mais c'est drôle. C'est une anecdote de vie, là. Ouais, quand même, là. Puis, ben... Parce que là, bon, t'étais youtubeuse et tout ça. Puis là, qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'aller à OD? Est-ce que c'était pour la visibilité? Est-ce que... Ben, moi, ta gang qui t'a craqué, genre? J'étais en amour avec l'amour. OK? Fait que là, moi, mon struggle, c'était de trouver le mien. Okay. Clairement, là, puis moi, j'ai daté beaucoup. Le début vingtaine, là, ben, justement, dès la fin du secondaire, là, j'aimais tellement ça, parler de gars avec mes amis. Puis même, j'adorais Occupation Double quand j'étais toute petite. Là. Fait que là, quand il y a eu le gros comeback, j'étais célibataire. En plus, YouTuber, j'étais là, ben là, pas le choix. On s'inscrit. Fait que c'était comme un melting pot de tout ça. Puis... ouais, drôle d'expérience. Finalement, j'ai pas trouvé l'amour là-bas, mais c'est mieux après. Rappelle-nous, t'as été là-bas combien de temps, au final? 1 semaine. 1 semaine, OK. Mais c'était une semaine en ondes, c'est ça? Oui, exactement. Ouais, parce que moi, je suis arrivée en twist, là, comme au milieu de la saison. Fait que là, il fallait vraiment que tu
fasse ta place parce que les couples étaient déjà formés. Mais moi, j'ai pas cette personnalité-là là, d'aller jouer dans ce qui est déjà bien formé. Mais là, justement, si tu dis amoureuse de l'amour, tu vois l'amour, puis c'est comme, mais je veux pas aller m'en mêler. Exactement. Puis, fait que là, t'as fait ça. Puis j'ai l'impression que la plupart des créateurs de contenu, ils ont de la visibilité. Puis ensuite, ils veulent le monétiser. Il y en a beaucoup qui lancent, que ce soit des marques de vêtements, dans l'alimentation aussi. Est-ce que c'est ça que tu t'es dit? Hey, j'ai 150 000 abonnés sur mes plateformes. Comment je monétise ça? Ça a été un peu ça, ton réflexe de... Pas du tout. Non? Pas du tout. Moi, je suis vraiment devenue entrepreneur malgré moi. Je n'avais pas cette vision-là du tout. Quand j'ai commencé sur YouTube, c'était vraiment mon passe-temps, c'était ma passion. Puis je savais même pas que je pourrais éventuellement faire de l'argent avec ça. C'était devenu mon but quand j'ai reçu mon premier chèque de Google à cause de mes vues, là, parce qu'il y avait des publicités avant les vidéos. Fait que ça, je me disais... Mon Dieu, c'est le ça devait rêve. pas être significatif non plus. Non, le premier chèque, c'était 100 $ pour comme 6 mois de vidéo. Travail. Exactement. Tu gardes en souvenir. Ça serait mon genre. Non, même pas. J'aurais dû. Mais après ça, quand il y a des entreprises qui sont venues vers moi pour collaborer, là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose derrière ça. J'étais allée tout de suite vers une agence où j'ai été super bien accompagnée. Mais effectivement, à un certain point, là, toutes mes amies avaient une entreprise. Ils faisaient comme quelque chose de j'ai pas le goût de dire de mieux, mais ils servaient de leur plateforme pour aller plus loin, pour aller plus haut. Puis moi, j'avais pas cette ambition-là où je savais plus quoi faire. Fait que c'est là que l'immobilier est venu d'une certaine façon. Parce que je sentais qu'il fallait que je fasse autre chose. Mais c'est quasiment un processus d'élimination. Veux pas, là. Je savais qu'est-ce que je voulais pas, mais je savais pas exactement ce que je voulais. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit « Hey, je te ferais vraiment courtière. Si tu resterais travailleuse autonome, tu peux continuer à te servir de tes réseaux sociaux parce que ça aussi, ça me faisait peur. Là. Il y a beaucoup d'employeurs qui ont une tolérance zéro. Oui, il aurait peut-être fallu que je supprime tout. Alors que là, je pourrais me servir de ça pour faire de la publicité, continuer d'être créative, mettre de l'avant des propriétés. Là, j'étais comme, hey, il y a de quoi là? Je suis retournée à l'école, mais je me mettais aucune pression. Si j'aime pas ça, c'est pas grave, on verra autre chose. Puis finalement, j'ai trippé. Là. Je suis tombée en amour avec le milieu. Puis, fait que c'est ton premier essai. Exactement. Oui. Puis je trouve ça bien que tu parles justement de tes amis parce que d'une certaine manière, c'était tes collègues à l'époque. Puis tu es venue à t'entourer quand même de plusieurs youtubeurs, youtubeuses à ce moment-là. Comment ça a fonctionné de rencontrer ces personnes-là? C'est via les internets, j'imagine, parce que vous n'êtes pas tous de Québec, clairement. Non, effectivement, c'est tellement drôle parce que là, j'ai une gang de filles que... En tout cas, on s'appelle les YouTube Besties depuis full longtemps parce qu'on s'est rencontrés à un concours qui s'appelait Vlog Academy. Comme moi, je devais avoir 2000 abonnés sur YouTube. Puis c'est une agence qui, justement, voulait créer une chaîne collaborative avec des nouveaux talents. Puis c'est là que j'ai rencontré vraiment toutes mes amies, Émilie Lévesque, Cindy Cournoyer, Marie-Lou Etier. Puis on s'est jamais lâchés depuis ce moment-là. Puis les deux, pas les deux, on était 6, 5, là. On a vraiment grandi ensemble à travers les réseaux sociaux, puis on s'est toujours entraidés, puis on se parle encore à tous les jours de notre vie. Fait qu'on est vraiment... c'est beau, ça. On est restés... Puis est-ce que toi et ta gang de YouTube Besties, est-ce que vous êtes toutes sous agence? Est-ce que vous avez toutes été sous agence? La majorité, oui. Il y a Mila Taillefer, je ne sais pas si vous la connaissez, qui, elle, gère tout toute seule. Elle est excellente là-dedans. Mais j'avoue que pour moi, ça m'a énormément aidée d'avoir quelqu'un qui, justement, allait démarcher des contrats, qui pouvait négocier mes contrats parce que je ne m'y connaissais pas. Puis, comme je dis, le volet entrepreneur, je ne l'ai pas inné chez moi. Là, fait que ça m'a vraiment aidée de me faire accompagner. Mais quand tu es sortie de Occupation Double, je crois, est-ce que tu as dû changer d'agence? Parce que je pense qu'eux, ils ont leur propre agence. À l'époque, moi, j'étais au Débali, c'était comme le grand retour. Puis je pense qu'ils ne savaient pas exactement comment ça allait tourner. Puis je pense parce que les réseaux sociaux ont vraiment eu un boom entre, en tout cas, quand ça a cessé, puis le retour. Effectivement. Fait que je pense qu'ils ont sous-estimé le succès que ça allait avoir, puis qu'est-ce que les gens allaient devenir sur les réseaux sociaux. Donc, non, moi, j'étais déjà avec le Slingshot à l'époque. Puis j'ai pu rester avec eux, là, malgré le fait que j'avais fait Occupation Double. Mais je sais qu'actuellement, c'est un peu différent, qu'il faudrait que tu sois avec... Puis ça, c'est une industrie que moi, je connais peu et qui m'intéresse beaucoup. Dans le fond, c'est quoi? Est-ce que tu as magasiné une agence? Est-ce que c'est des agences qui se sont approchées? Comment ça a fonctionné comme cette introduction-là à ce genre de partenariat? À l'époque, j'avais magasiné mon agence. Puis ça a combien d'abonnés que tu dis, OK, je magasine mon agence, mettons? OK. Non, je me rappelle. Hey, excuse-moi, parce que là, ça fait quelques années. Là, je reparle du concours Vlog Academy. Moi, il faut savoir que je l'ai perdu, ce concours-là. OK. Et j'étais
très salty de ça. Fait que je m'étais dit, je vais me donner à fond, puis ils vont regretter de ne pas m'avoir pris. Puis effectivement, quelques mois plus tard, ils m'ont offert un contrat toute seule et non pas dans une chaîne collaborative. Fait que j'ai réussi. Mais là, je voulais comparer les offres. Fait que là, je suis allée vers d'autres agences. Puis j'avoue que le Slingshot, c'était, selon moi, la meilleure. C'est là qu'il y avait Lisanne Nadeau, Marianne Plaisance, tout ça. Puis ça aurait été mon rêve d'être avec eux. Donc, je les ai approchés. On s'est rencontrés. Puis tout de suite, j'ai signé avec eux. Malheureusement, l'agence a fait faillite à un certain point. Donc, je suis allée vers une autre agence après qui était Dulcedo. Puis, c'est ça, j'ai fait un long bout de chemin avec eux jusqu'à tout récemment parce que là, je me concentre un peu trop sur l'immobilier pour que ce soit rentable pour eux. Je comprends parfaitement. Parce que là, justement, tu as laissé de côté les agences et tout ça pour vraiment te concentrer sur ta carrière en immobilier. Exact. Puis pour les jeunes créateurs les jeunes ou ceux qui débutent en création de contenu, tu penses que c'est quand le breaking point que c'est intéressant d'aller vers une agence ou non? Quand tu as des premières opportunités de partenariat que tu sais pas comment gérer, honnêtement, moi, je pense que j'irais comme ça. Puis eux, dans leur accompagnement, est-ce qu'ils vont t'aider justement à grandir ta plateforme ou ils vont vraiment être plus côté business, justement, contrat, négociation, tout ça? Je dirais que le plus pertinent, c'est le côté business, comme tu le dis. Clairement. Mais si jamais tu as besoin de ressources ou quoi que ce soit, ils sont vraiment là pour te donner des conseils, peut-être brainstormer aussi. Mais, ouais. C'est sûr que moi, à un certain point, je pense que j'étais dans une impasse que peu importe, je sentais la que j'avais passion était moins là. Ouais, c'est ça, exactement. Puis là, maintenant qu'on parle d'immobilier, fait que là, t'es rentrée là-dedans, je pense ça fait combien de temps que tu fais ça maintenant? Là, ça fait 2 ans exactement. 2 ans? OK. Oui, parce que ça tombe avec mon déménagement à Québec, parce que je viens de Québec, j'ai vécu pendant 5 ans à Montréal, puis je suis revenue en même temps que de me lancer en immobilier, parce que c'est des secteurs que je connais beaucoup mieux, j'ai plus de contacts, j'étais plus à l'aise aussi, puis j'ai acheté ma première maison aussi, c'est pas négligeable là, à Montréal, je pense que j'aurais pas été capable. Ouais, c'est tout un marché quand même, je pense. Mais OK, fait que là, quand t'as terminé OD, t'es allée à Montréal quelques années. Exactement, oui. Oh, quand même. Puis, t'avais-tu des contacts dans le domaine de l'immobilier? Parce que je pense que tu es rentrée dans une agence, si je me trompe pas. Oui, exactement. Bien, il faut savoir que pour être courtier immobilier, tu n'as pas le choix d'être sous une bannière, que ce soit Remax, La Capitale, etc. Fait que oui, c'est sûr que j'avais magasiné un petit peu. Puis, je me suis vraiment retrouvée chez Remax Accès. J'ai adoré ça. Puis, j'ai même commencé en équipe là, avec 2 gars qui m'en ont appris beaucoup là, sur le terrain, parce que les études versus une vraie transaction immobilière, c'est 2 mondes complètement. Fait que de pouvoir commencer dès le jour 1 dans les transactions, là, ça m'a énormément aidé. C'est ça, parce que j'imagine qu'il y a un côté beaucoup légal que tu vas voir dans tes cours et tout ça. Puis après ça, la réalité de la chose, c'est quand même différent. Visiter une maison, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce qui est important de savoir, comment rédiger une offre la plus compétitive possible, tout ça, on le voit pas nécessairement. T'inspirais-tu des... Tu sais, il y a beaucoup de séries ou de télé-réalité par rapport à ça. Est-ce que tu t'es inspirée de ça? Non, malheureusement, parce que c'est pas... en fait, je pense juste à Selling Sunset. C'est loin de représentatif de la réalité au Québec, définitivement pas. Fait que non, je pense que j'avais pas le choix de m'en venir. C'était un peu ta première, je veux pas dire vraie expérience de travail, mais tu sais... plus corpo, si je peux dire, que youtubeuse. Comment est-ce que ça s'est bien passé, cette transition-là? Oui, mais ça a été extrêmement difficile de m'adapter à cette charge de travail-là. Ah oui? Parce que moi, je me disais, hey, j'ai toujours été travailleuse autonome. Je suis habituée de travailler les soirs, les fins de semaine, mais je pense que j'avais pas anticipé que c'était tous les jours, tous les soirs et toutes les fins de semaine pour le restant de ma vie. Surtout courtier immobilier, c'est sans arrêt. Tout le temps sur rappel, Puis je sais pas si vous avez vu, on dirait qu'il y a comme un débat ces temps-ci sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est difficile d'être influenceur? C'est là, justement, prochaine question. J'étais gâtée pourrie, là. Mais je savais même pas à quel point. Puis c'est ça, on dirait que c'est... La réponse, c'est que c'est facile, mais quand tu as juste connu ça, évidemment, tu penses que tu travailles fort, puis que... Je pense que si c'est juste ça que tu as connu, c'est normal que... Là, tu peux être plus dans la comparaison. Mais oui, effectivement, c'est 2 mondes complètement différents, là. Tu t'ennuies-tu un peu de faire tes blogs et tes vlogs? Bien, c'est sûr que je me dis, j'étais bien, je peux pas croire que je me suis infligé ça, mais non, parce que je pense que mon désir il allait plus loin que ça. C'était comme, tu sais, du dépassement personnel. Je me dis, j'étais pas émancipée, puis je pense que j'avais vraiment besoin d'aller un peu plus loin, puis de voir que je suis capable d'accomplir autant de choses aussi, ça me rend très, très fière. Là. Est-ce que tu penses que ta plateforme sur les réseaux sociaux t'a amené une clientèle certaine? Bien oui, tout à fait. Encore aujourd'hui, la majorité de mes clients, c'est des gens qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux, puis je trouve ça le fun de boucler la boucle avec eux, là, puis on dirait qu'on connecte tout de suite, on s'entend super bien. Fait que ça, je trouve ça vraiment, vraiment le fun.
toujours mes clients préférés, veux pas, là. Ça va être beaucoup plus des jeunes, j'imagine? Oui, effectivement. Fait que c'est sûr que là, ça fait une grosse clientèle d'acheteurs qui veulent aller vers leur première propriété. Puis, j'adore ça, ce processus. En même temps, c'est des gens qui ont vieilli un peu avec toi. Ça doit être des gens qui sont autour de ton âge. Exactement. Clairement. Le lien se fait super naturellement, là. Puis, parlant justement de la charge de travail, que, bon, en tout cas, tu sens que c'est un peu tous les jours, à toutes les heures pratiquement. Comment tu le vis, cette transition-là? Est-ce que ça a été difficile, justement, au début? Tu parles d'une période d'adaptation, mais encore... Oui, c'est encore difficile parce que là, comme je vous disais, ça vient de faire 2 ans. J'entends ma 3e année. On dirait que ma première année, je me mettais pas de pression. Je voulais juste savoir, est-ce que j'aime l'immobilier? Je veux devenir compétente dans mon travail. C'est comme mes seuls objectifs. C'est la 2e année. OK, je sais que j'aime ça. Maintenant, est-ce que je suis capable d'en faire une business lucrative? Parce que, c'est ça, le salaire est équivalent à tes efforts. Ouais. Puis là, je pense que j'ai mis la pédale un petit peu trop dans le fond pour ce que je suis capable de gérer. Parce que je suis pas une workaholic dans l'âme, là. Okay. Alors que j'ai l'impression que la majorité des courtiers le sont. Fait que ça, c'est un petit peu difficile à gérer. Puis là, la 3e année, ça va être d'essayer de trouver un équilibre de vie là-dedans pour pas que tout le reste écope. Ma famille, mon chum, mes amis. Mais en étant pas en équipe, en tant que conseillère immobilière, est-ce que tu trouves que c'est plus difficile? Parce que j'ai l'impression que les équipes s'entraident beaucoup. Bon, une fin de semaine, c'est moi qui vais faire les visites. Après ça, tu peux avoir un break, tout ça. Tandis que là, toi, tu es toute seule. Oui, je comprends que tu peux le voir comme ça. Mais la raison pour laquelle je suis plus en équipe, c'est parce que, veux pas, les 2 gars, ils roulaient beaucoup plus que moi, alors que moi, je commençais. Puis, ils me déléguaient beaucoup de tâches que j'ai l'impression qu'une adjointe aurait pu faire, probablement. Puis moi, je commençais à développer ma clientèle, puis mal desservir mes clients pour faire des petites tâches administratives, ça faisait pas de sens pour moi. Fait que c'est sûr que là, je peux me concentrer 100% sur mes clients. Est-ce que j'aurais besoin d'aide éventuellement? Fort probablement, mais je pense que le principe d'équipe, où est-ce que j'étais située à ce moment-là, ça le faisait plus malheureusement. En très, très bon terme, on s'est quittés, évidemment, là, mais... Ah non, je comprends. Puis est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait éventuellement, justement, d'avoir peut-être une adjointe ou d'aller vers une équipe? En tout cas, de créer ta propre équipe, trouver quelqu'un en partenariat? C'est sûr. Mais là, j'avoue que j'hésite sur mon timing de vie parce que, là, j'ai 28 ans, j'aimerais savoir des enfants. Oui. Est-ce que je veux gérer ce projet-là, puis après ça, me lancer à fond ou comme, je voudrais pas être coincée entre les deux à un certain point. Oui, c'est ça. Ah, j'avoue que ça, c'est quand même critique là, comme question. Oui. Je sais pas aussi comment tu vois, justement, mettons, tes grossesses puis tes congés de maternité, si on peut dire, entre guillemets. C'est ça, parce que pendant la dernière année, je pouvais pas l'imaginer. Je pouvais même pas comme, voir ça. Puis je pense que c'est toi qui avais dit ça, Mané, dans un extrait, comme, pense à tes priorités de vie, puis après, regarde ton agenda. Ouais. Est-ce que... Ça m'a découragée. Comment je peux libérer? C'est ça. Mon chum, mon chien, mes amis, ma famille, tout ça. Puis la carrière, bien en bas. Puis là, je regarde mon agenda, puis ils ont tout écopé. Là, toutes ces parties-là de ma vie, ça n'a pas de bon sens. Fait que je trouve ça triste. Puis je sais pas quoi faire avec ça. Je me lis carrière, famille, mais de votre côté, comment vous voyez ça? Là, je suis comme intéressée d'en savoir plus. C'est fou intéressant, mais un gros point, c'est que toi, t'es comme seule, t'as pas tellement de sécurité salariale en ce moment. En tant que travailleur autonome, pas vraiment, mais via une bannière, est-ce que tu as une certaine sécurité salariale ou... Non, effectivement. Okay. Effectivement, c'est vraiment juste mon travail. Fait que ce serait de gérer avec mon conjoint comment on s'arrange pendant cette période-là, puis qu'est-ce c'est clair. Mais d'un autre côté, tu es un peu plus maître de ton temps parce que, bon, OK, je prends ce contrat-là ou je le prends pas. C'est quand même facile, j'ai l'impression, de mettre des barrières. Non? Oui, non, parce que j'ai l'impression que ça doit... dis-moi, est-ce que c'est bien vu dans l'industrie, mettons, de dire, OK, je prends ce contrat-là parce que j'ai un peu de temps, mais pas ce contrat-là, puis ça doit être difficile. Quand vous parlez de contrat, est-ce que c'est d'immobilier ou de création comptable? D'immobilier. C'est impossible. Parce que, tu le sais très bien, tu es passé à travers le processus d'achat, ça a pris combien de temps? Honnêtement, ça nous a pris pratiquement 1 an. C'est ça. Fait que moi, je peux pas choisir de prendre un couple à la fois parce que... ça peut prendre 1 an, ça peut prendre... Fait que là, finalement, t'en gères 20 à la fois. Puis tu sais pas quand est-ce que ça va arriver, puis ils sont tous tellement importants, tu peux pas les négliger. Fait que c'est ça qui est extrêmement difficile de... Est-ce que la majorité de ton travail actuellement, c'est d'accompagner des acheteurs ou les vendeurs?
Je fais des deux, mais c'est sûr qu'avec ma clientèle sur les réseaux sociaux, ça fait naturellement que j'ai un petit peu plus d'acheteurs. Et il faut considérer le marché aussi actuellement. Il n'y a tellement pas d'inventaire et beaucoup de gens qui recherchent leur propriété. Fait que ça aussi, mais c'est ça qui est fou. J'ai vu, en tout cas, quelques articles qui disaient qu'en ce moment, à Québec, c'est une des pires villes au Québec. Donc, c'est quand même quelque chose. Hier, j'ai rédigé une promesse d'achat 61 000 au-dessus du prix demandé. On l'a pas eu. Oui, c'est ça. Puis c'est des affaires de fou. Là. En tout cas, nous, on cherchait un secteur en particulier. Puis, on voyait la maison, on demandait d'aller visiter, puis il y avait déjà une offre acceptée. Exactement. Moins de 24 heures. C'est comme... Ça fait longtemps que ça dure, ce hype-là. Depuis, c'est quoi, 2021, je crois? Oui. Tu le vois-tu, ça, s'essouffler un peu avec le temps? Parce que il me semble que ça fait 4 ans. Je pense, Je l'espère, mais on dirait que je comprends pas comment ça va venir parce qu'on dirait qu'il y a encore toujours plus d'acheteurs qui en veulent des maisons. Puis, comme tu l'as dit, c'est ça qui est le plus difficile à gérer. Il y a toujours des urgences. Oui, c'est ça. Effectivement, un client qui veut absolument visiter cette maison-là, qui veut absolument l'avoir genre, il va dans moins de 24 heures. C'est ça. Fait que il faut que je sois toujours aux aguets. Fait que il y a une pression qui vient de ça. Là. Tu peux pas te permettre de congé, là. C'est quasiment plus facile de prendre 2 semaines de vacances, déléguer tous tes clients à quelqu'un que de prendre une journée. Oui, c'est clair. Ouais. Mais là, toi, tu peux déléguer à qui? Là, j'ai une collaboration avec un collègue qui, lui aussi, est seul, mais évidemment, il aimerait ça prendre des vacances de temps en temps. Oui, c'est ça. Prendre un petit congé fait comme donnant. Comme ça, même si on n'est pas en équipe. C'est quand même cool. Ça réussit-tu à prendre un peu des vacances? Ou Oui, là, je reviens de voyage en Crète. Ça a super bien été, puis il a super bien pris soin de mes clients. Donc ça, j'étais vraiment reconnaissante. Mais j'avoue que ça a été un gros turning point de... réussir à se sortir. Oui, c'est ça. Puis d'essayer de mettre des mécanismes en place pour profiter de la vie parce que, c'est ça, dans la dernière année, j'ai atteint le bas fond ou, jusqu'à te demander à quoi bon, là. À quoi bon travailler autant. Pourquoi t'as atteint le bas fond, mettons? Je pense que ça faisait, justement, là, beaucoup trop longtemps que j'avais la pédale dans le fond sans profiter de la vie. Puis, ça, tu te demandes... à quoi bon faire de l'argent si je peux même pas la dépenser? À quoi bon ne pas profiter de la vie? Ça n'a pas de sens. Je pense que un gros événement déclencheur, on était samedi soir. Bien, le samedi dans la journée, j'avais une vingtaine de visites éparpillées à travers une propriété que je vendais, des acheteurs. Je courais d'un bord puis de l'autre. Puis le soir... 20, c'est du stock, là? Oui. Je m'en allais à l'Igloo Fest, un bel événement à Québec. À chaque année, c'est comme une petite tradition avec mes amis. Puis, ça faisait longtemps que c'était prévu. Un samedi soir, je peux le prendre, là, je peux me le permettre. Puis, juste avant de partir, je reçois une notification comme quoi la maison que j'avais visitée aujourd'hui avec mes clients, qui voulaient absolument, puis que supposément que les présentations étaient le lendemain, finalement, c'est tout de suite. Puis là, j'ai éclaté. Là. Je me sentais comme en prison, comme si je pouvais pas... je peux rien faire. Là, je peux pas me le permettre parce que si je rédige pas l'offre tout de suite, si je leur dis même pas cette information-là, ils la perdent et c'est de ma faute. Parce que cette information-là n'est même pas transmise directement au client. Fait que je pense que des fois, les gens, ils réalisent même pas l'impact de ton courtier parce que ça peut vraiment être à cause de lui que tu l'as ou que tu l'as pas. 100%. Puis t'es vraiment... Ça paraît, là, tu aimes les gens, puis ça à cœur, mais c'est le fun, ça, parce que moi, on était dans un processus aussi. Oui, vous aussi. Puis, en tout cas, pour un chalet, puis il y a un chalet qu'on aimait bien, puis on l'a visité, puis on était comme, tenez-nous au courant si ça bouge, c'est sûrement qu'on fera un offre. Turns out, 3 semaines plus tard, il y a eu un offre, on n'a même pas été mis au courant. Tu sais, mais toi, t'es comme, moi, je m'en vais à l'Igloo Fest, là, je vais canceller ça, puis je vais avertir mes clients, il faut qu'ils présentent leur offre maintenant, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment important d'avoir des courtiers qui sont hands-on avec nous, là. Mais je trouve ça dur, ça, parce que, tu sais, nous, on était chanceux, on avait une recommandation, une amie d'une amie qui est courtière, bref, ça s'est super bien passé. Mais, tu sais, de trouver ton professionnel, puis de savoir déjà d'avance qu'il va avoir ton dossier à cœur, tant que ça, puis qu'il veut autant. Pour vrai, ça y vient à ça, là. Tu sais, mettons, qui veut que tu ailles la main, tu sais, autant que toi. Ah oui. C'est fou, là. Puis, de trouver ce professionnel-là, tu sais, il n'y en a pas, ça court pas les rues, tant qu'à moi. Ils sont pas tous comme ça, là. C'est comme nous, le courtier du vendeur, c'était sa responsabilité de dire, bon, tout le monde est intéressé à faire des offres, c'est le moment. Tu sais, lui, c'était comme, OK, non, je vais prendre celle-là. Tu sais, il aurait clairement pu avoir un meilleur prix en ayant plusieurs. Clairement. Ben oui, tout à fait. Puis tu l'as dit tout à l'heure, tu es toute seule, mais on dirait que oui, un jour, j'aimerais ça avoir une équipe, mais j'aime ça avoir cette proximité-là avec chacun de mes clients. Puis que, oui, des fois, c'est un peu perturbant quand tu te fais texter à 11 h le soir, mais c'est important qu'ils puissent me texter parce qu'un courriel, c'est pas assez. C'est un gros processus, puis on est ensemble là-dedans.
à la vie, à la mort quasiment, là. Puis, tu sais, le nombre de fois que mes clients ils ont obtenu leur maison, mais qu'on n'avait pas l'offre la plus élevée, ça se jouait à quelques milliers de dollars. Puis, ils m'ont dit... Ils vous ont choisi. Ta présentation, la lettre, tout ça, ils ont choisi tes clients à cause de toi. Puis ça, j'ai le goût de brailler juste à y penser. C'est une belle histoire, ça fait la différence. Puis... Je pense que les gens, ils prennent pas le temps de magasiner leur courtier assez, de la même façon qu'ils peuvent magasiner des maisons. Parce mais que c'est fou, ça. Donne-nous une astuce. Comment tu fais pour magasiner ton courtier? T'en appelles quelques-uns? Ça s'appelle ubi.ca, Alice. Oh, OK. Non, mais c'est une méthode, c'est ça. Mais puis il y a beaucoup de courtiers qui sont... Mais je pense que la jeune génération est visible sur les réseaux sociaux, puis c'est tellement un gros plus pour vous. Clairement. Versus, bon, tu sais, c'est sûr, il y en a que les personnes qui ont une notoriété... pour certains marchés, puis tout ça, mais pensez que la majorité des vendeurs et acheteurs magasinent leur courtier ou pas tant? C'est juste par j'ai entendu magasinent plus pour vendre leur propriété, effectivement, parce que là, il y a la rétribution, effectivement, tu peux comparer toutes les méthodes de travail ou les photographes que tu vas engager, peu importe, mais pour l'achat, c'est vrai que je le vois un petit peu moins. Puis là, tu me disais comment magasiner son courtier. Fais juste te fier à comment il t'a traité dès que tu lui as parlé de ton projet. Est-ce qu'il va te proposer une vraie rencontre, que ce soit virtuelle ou en présentiel, mais au moins pour en apprendre le plus possible, noter tous tes critères de recherche, t'expliquer le processus d'achat. Quand tu n'as jamais fait ça, une première maison, c'est tellement un gros processus administratif. Là. Moi, j'avais jamais fait ça, là, puis c'est quelque chose. Là. Genre, je veux pas shader d'autres courtiers, puis j'adore mon domaine, mais le nombre de fois qu'il y a des gens qui sont venus vers moi puis qui m'ont dit... Je suis allée vers un gros nom de l'immobilier à Québec, puis j'ai eu aucun service. Vraiment, il y en a beaucoup. Parce qu'il y en a qui sont tellement occupés que malheureusement, il y en a qui vont tomber entre les cracks, puis je le comprends. Mais en allant vers une jeune motivée qui va se dédier à 100%, ben, ça peut faire la différence, tu sais. Mais j'aime ça le point que tu dis, que, tu sais, dans le fond, les gens peuvent d'une certaine manière, te magasiner sur les réseaux sociaux parce qu'ils te connaissent, ils peuvent avoir confiance en toi, ils connaissent ton énergie. C'est sûr que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, mais en même temps, quand tu as quelqu'un qui est sincère, je pense que ça se transmet quand même dans les réseaux sociaux. Là, tu le vois. Là. Ben oui, tout à fait. Puis c'est arrivé. Puis en tout cas, j'espère être capable de trouver une meilleure balance parce que là, mes réseaux, ils ont comme pris... Oui, ben c'est ça. C'est ma prochaine question. Tu sais, justement, en faisant ça comme à temps plein... Comment tu vois, bon, on a parlé de la balance plus vie personnelle, travail, mais comment tu vois la balance réseaux sociaux, immobilier? Il faudrait vraiment que je m'améliore là-dedans parce que c'est ça, l'immobilier, c'est tellement prenant et c'est ce qui est le plus important. On ne se le cachera pas. Là, si j'ai une transaction en cours, faire un TikTok, c'est pas ma priorité, mais je pense qu'il faut quand même trouver un bel équilibre à travers tout ça pour que ça continue de rouler et qu'il y ait des nouveaux clients qui embarquent là-dedans aussi. Fait que je pense que dans la prochaine année, il faut que je m'y mette plus. Puis je prenne exemple sur vous. Je me suis dit, je vais venir ici, ça va me motiver. Ça va être le fun. Non, mais tu le fais bien. Moi, j'aime ça. Surtout, moi, je vois beaucoup de TikTok. Là. Puis Instagram, je pense que c'est plus vie personnelle. Oui, effectivement. J'ai un petit compte immobilier aussi que je republie les petits accomplissements puis les TikTok que je fais, mais c'est ça. Faudrait que je me donne plus. Là, mais c'est encourageant quand tu vois, mettons, des gens qui te choisissent grâce aux réseaux sociaux ou comme, tu sais, nous, quand on a des clients qui viennent qui disent « Hey, j'ai vu ça, ces réseaux sociaux, votre nouveau produit, puis tout ça. » C'est ça qui te donne le goût de continuer d'en faire. Moi, je trouve ça full énergisant. Tu sais, mettons, il y a des gens, justement, je vais voir, je sais pas, les franchisés en restaurant, tout ça, puis ils vont me dire « Hey, Elise, de ce temps-ci, on voit vraiment beaucoup de ravioli pesto que les gens commandent. C'est ta recette. » Je sais que, je suis tellement contente que les gens aiment la même chose que moi. Genre, c'est comme full. En tout cas, c'est vraiment une des belles émotions positives. Puis tu as mentionné avoir atteint un genre de bas fond il y a quelques mois. Comment tu t'en es sorti un peu mentalement de dire « OK, bon, il faut que je me réorganise pour être mieux mentalement? » Oui, parce que tu peux pas changer de direction du jour au lendemain. Non, effectivement. Je vais donner tous les props à mon pauvre chum qui m'accompagne là-dedans. Alors, il est exceptionnel, puis il me connaît par cœur. Puis là, c'était comme, bon, on va appeler Justin. Justin, qui est le collègue qu'on se remplace, il dit, on va louer un chalet pendant une couple de jours. On va mettre ça sur pause. On va en rejaser. Puis ça m'a tellement fait du bien. On s'est planifié un voyage aussi. Puis là, on a comme remis les pendules à l'heure. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour améliorer ma qualité de vie, veux pas. Fait que là, je me mets un peu plus de limites sans nécessairement réduire le service que j'offre à mes clients. Puis ça fonctionne déjà un petit peu mieux. On dirait que je me sens mieux à travers ça, oui. Parce que j'imagine que tu peux y aller aussi en ordre de priorité, c'est comme ce que tu parlais cette journée-là, ce fameux samedi à Liloufest, ça, c'était prioritaire, mais clairement qu'il y a des choses qui peuvent peut-être attendre, je sais pas, 12 heures, 18 heures. Tout à fait, puis c'est vraiment juste la façon que tu l'amènes aussi à tes clients. C'est niaiseux, mais des fois, je faisais ma première rencontre, puis je disais, « Oh, vous pouvez me rejoindre n'importe quand, le 24/7, vous me textez, mais... » C'est pas vrai, là. Tu devrais dire, c'est comme ça que les gens ne respectent pas ton temps, puis c'est pas de leur faute. Je leur ai dit de faire ça, mais c'est juste parce que
C'est ça, je voulais trop en donner. Alors que là, je dis, tu sais, vous avez mon numéro de cellulaire, mais je vous avoue qu'après 8 heures le soir, ça va aller au lendemain. Puis ils sont comme, ben oui, certainement. Tu sais, comme, ils comprennent tout à fait. Là, tu gères les attentes déjà à la base, puis ça change sûrement la game, effectivement. Puis tu parles de ton chum. Oui. Tu dis que tu connais par cœur. Ça doit faire quelques années quand même que vous êtes ensemble. Ça fait 6 ans maintenant. Là, on a célébré ça tout récemment. Oh, félicitations. Merci beaucoup. Puis vous êtes rencontrés où? Ben, on allait tous au même secondaire avec Elisabeth aussi. Mais on n'était pas proches du tout au secondaire. On s'est jamais adressé la parole parce que lui est un an plus que moi. Fait que c'est vraiment plusieurs années plus tard qu'on s'est recroisés dans la même gang d'amis. Puis, en toute transparence, j'avais commencé à fréquenter son meilleur ami. Oh my God! OK! En tout cas, c'est trop drôle, mais ça n'a pas fonctionné. Ça a été une petite amourette. Puis finalement, on est comme restés amis toute la gang ensemble. Puis finalement, j'ai fini par comprendre que ce qui m'attachait à cette gang-là, c'était plus lui. Ouais, fait que c'est ça. Après ça, the rest is history. Puis, t'as-tu suivi à Montréal, lui? Oui. OK. Oui, exactement. Et quand on a commencé à sortir ensemble, j'habitais déjà à Montréal. Puis lui, il venait de Québec aussi. Je venais pendant l'été le plus souvent possible. Puis la pandémie a éclaté. On a passé toute la pandémie ensemble dans son appartement. Puis après ça, on a dit, on emménage ensemble. Il est venu à Montréal. Puis il y avait une belle opportunité d'emploi aussi là-bas pour lui. Fait qu'on est resté une couple d'années ensemble là-bas. Travaille dans quel domaine? Il est chasseur de tête. OK. Fait que lui aussi, il est quand même... Mais je sais qu'il y a différents types puis différentes organisations, là, mais c'est ça un travail qui est aussi prenant que courtier immobilier? C'est drôle parce que ça se ressemble énormément. On a réalisé ça c'est ça. C'est comme si lui, il travaille avec des employeurs, des employés, des offres d'emploi. Moi, c'est comme des maisons, des acheteurs, des vendeurs, tout ça. C'est vraiment le même processus. Par contre, lui, il travaille quand les gens travaillent. C'est vrai. Ça fait partie des Mais toi, c'est le contraire. Tu travailles quand les gens sont comme sur leur dîner le soir. C'est ça, la fête de semaine. Exactement. Fait que là, c'est ça. C'est trouver du temps de qualité, c'est tout un défi aussi. Mais là, on commence justement à travers tous nos mécanismes. Là, maintenant, on a nos petites dates du mercredi. Tous les mercredis soirs, c'est bon, ça. C'est full le fun. C'est ça, Alice, ce que tu avais fait à un moment donné? Nous, on faisait ça avant. Quand on ne travaillait pas ensemble. On faisait ça, tu sais, c'était comme notre manière, parce que nous aussi, toutes les deux, on travaillait beaucoup, mais dans des domaines différents. Fait que je pense que c'était le mercredi aussi. Le mercredi, on avait une date tous les mercredis, puis ça marchait super bien, sauf que le jour où on a commencé à travailler ensemble, là, toutes les cartes étaient mélangées. Il a dit le moins possible, le mieux. Non, c'est pas nécessairement ça, c'est que tout était tellement mélangé au début, tu sais, vie privée, vie de travail, tout ça, couple, tu sais, tout était tellement mélangé qu'il y a eu vraiment comme une période de transition puis d'adaptation que, tu sais, là, au début, notre priorité numéro 1, top, c'était travail. Fait que là, mettons, ça passait au-dessus du sommeil, ça passait au-dessus de notre relation, ça passait au-dessus de tout. Puis là, avec le temps, c'est sûr qu'on s'est réadapté. On n'est pas rendu à réintroduire encore les dés. Notre année 2025 était quand même chargée. Mais ça, pour vrai, c'est moi qui va m'inspirer de toi. Il faut absolument qu'on le ramène. C'est tellement important. Oui, on met, pour le moment, en tout cas, travail en premier, mais si notre relation va pas bien, veux pas, ça affecte quand même ton niveau d'énergie, pas que ça va pas bien, mais on se dit à long terme, combien de temps tu peux... C'est une longue balance. Oui, c'est ça. Parce que, combien de temps tu peux mettre cette pression-là sur ta relation sans que ça l'endommage de manière permanente? On le sait pas, c'est où la limite, puis souvent, tu t'en rends compte qu'elle est trop tard. Puis d'un autre côté, vous travaillez, vous avez la même entreprise ensemble, et vous connaissez très bien les enjeux puis les répercussions, surtout. Absolument. Fait que, tu sais, de dire, quand on fait notre date, mais là, j'ai ça qui est comme un feu à régler. Oui, exactement. Puis de mettre ça comme il faut de côté. Mais, tu sais, on s'adapte aussi dans nos personnalités. Tu sais, mettons, moi, j'ai toujours été bonne pour segmentaliser, je sais pas si c'est un bon terme, mais séparer tout dans ma vie différemment, compartimentaliser. Puis mon chum, lui, c'est comme toute une grosse flaque de tous les problèmes, Moi, je sais même pas comment il se retrouve dans ses priorités. À la maison, ça va mal aussi. Mais c'est ça, s'il y a un feu, il y a un feu. En tout cas, bref. Mais comment vous faites pour travailler ensemble? Ça c'est mon ma grande question. Mais pour vrai, ça se fait bien quand même. Et puis chacun a son carré de sable, surtout. Oui, il y a ça. C'est sûr que, tu sais, entre les deux, il y a toujours des dossiers, mettons, qu'on va se relayer ou des choses comme ça. C'est là qu'il y a plus de chances que ça crée des frictions, en toute transparence. Mais pour vrai, ça se passe quand même bien. Dans tout cas, l'externe. Oui, absolument. Puis, tu sais, en rentrant dans cette démarche-là,
Pour faire une histoire courte, tu sais, moi, mon chum avait jamais voulu qu'on travaille ensemble. Pour lui, c'était comme un no-go. Genre, tu sais, au début, je me rappelle des fois, à la blague, je pense que ton frère disait « tu devrais venir travailler avec nous, tu devrais venir travailler avec nous. » Puis Ben, mon chum, c'était comme toujours « non ». La ligne était tracée, on ne pouvait pas travailler ensemble. Puis, éventuellement, c'est lui qui est venu me chercher, tu sais, qui a dit hey, « viens travailler avec nous, finalement ». Moi, je me doutais que ça aurait des répercussions, tu sais, puis que ce serait pas facile, puis que, tu sais, ce serait comme beaucoup d'adaptation et tout ça. Mais mon chum, il pensait que ce serait comme ça coulerait. En tout cas, je sais pas pourquoi il a pensé ça, mais bref, on a fini par s'adapter, là. Puis, est-ce que tu trouves qu'il a la même personnalité au travail qu'à la maison? Non, pas du tout. Ah, c'est ça! Hey, ça, c'est tellement bon, là, parce que moi, je connaissais... Je me demandais vraiment qu'est-ce que t'allais dire. Non, mais ça, c'est tellement bon, parce que moi, dans ma compartimentalisation, je suis la même personne dans toutes les sphères de ma vie. Toi, tu connaissais un Ben, quoi? Mais moi, je connaissais un Ben personnel. Oui. Je connaissais pas le Ben, parce que aussi, l'histoire, c'est qu'on vit pas sur le même beat, OK? Moi, je suis un oiseau de nuit qui se lève plus tard, puis lui, il se couche très tôt, puis il se lève très tôt. OK. Fait que moi, je connaissais pas le Ben très tôt. Je ne le connaissais pas parce que je l'avais jamais côtoyé. Il manquait pas grand-chose. Non, mais c'est ça. Mais mon chum, ça il prend quelques heures à starter le matin. T'sais, il va être full focus, il va être full travail, mais parle-y pas parce qu'il est spécialisé. Fait que ça, moi, je le connaissais pas. Fait qu'au début, ça créait vraiment des frictions. Maintenant, tu sais, on s'est adapté, on a nos méthodes. Parce que, tu sais, aussi, il faut dire que on est fusionnel d'une certaine manière. On a une voiture, on travaille au même endroit et tout ça. Fait que là, maintenant, on a mis en place nos mécanismes. Là, comme tu disais, lui, il va se lever vraiment plus tôt, il va travailler à la maison. Après ça, moi, je vais me lever puis on va y aller. Puis là, après ça, par exemple, le soir, ben ça va être le contraire. T'sais, on va revenir plus tôt à la maison, par exemple. Puis lui, bon, il va faire autre chose parce qu'il a travaillé super tôt le matin puis moi, ben je vais continuer à la maison. Fait qu'il y a comme eu cette adaptation-là qu'au début, tu sais, on comprenait pas. Consciente, non, c'est ça, j'étais pas consciente qu'on avait... Ben, j'étais consciente, mais pas à ce point-là, mettons, de l'impact que ça pouvait avoir sur notre relation. Puis au travail, moi, je n'avais jamais côtoyé le Ben professionnel. Fait que je savais pas, quoi. Pourtant, vous, c'est lui que vous connaissez depuis toujours. Puis là, moi, j'étais comme, ah ouais, mais il est quand même, tu sais, fondamentalement, les valeurs, tu sais, c'est le même humain, la même compassion, le même... Mais maudit qui est différent. En tout cas, là, je me suis habituée à le côtoyer tout ça, mais tu sais, c'est comme si tout d'un coup, j'étais en couple avec une autre personne, tu sais. Fait qu'il y a vraiment l'adaptation. Bref. Mais toi, c'est pas quelque chose que t'envisages? Ouais. Aimeriez-vous travailler ensemble? Non. Tu disais que tu cherchais quelqu'un, là. Oui, c'est ça, d'un coup. Non, puis tu sais, moi je connais, là, c'est mon gros nounours, là, mais il dit tu veux pas rencontrer Tristan au travail. Oui, c'est ça, hein? C'est une autre personne, puis des fois il me raconte des affaires, je suis comme mais comment tu peux être aussi froid puis aussi, c'est ça. Il dit non, on pourrait jamais travailler ensemble. La ligne, je serais pas capable de la tracer là pour. C'est sûr que ça serait rough. Ça c'est sûr que non. Puis lui, oui c'est ça. Puis lui, dans le fond, est-ce qu'il fait ça depuis le début de sa carrière ou? La chasse de tête? Oui, tout à fait, parce que c'est une entreprise familiale, peut-être pas autant que Salvatore. C'est son cousin qui a fondé ça, puis depuis qu'il est jeune, il dit « il faut absolument que tu viennes travailler pour moi, je t'imagine dans le domaine ». Fait que oui, là, ça se passe super bien, puis peut-être éventuellement qu'il puisse acheter des parts, ça c'est le but. Ouais, très, très cool. Il est super bon dans ce qu'il fait. Mais tu vois-tu vraiment, techniquement, mettre ta carrière sur pause pour fonder une famille ou? Oui. Oui, c'est ça. Puis c'est drôle parce que c'est pour ça que je dis que je suis comme un petit peu imposteur, que j'ai pas la fibre entrepreneuriale. On dirait que c'est malgré moi. Je pense que... Il y a différents types d'entrepreneurs. Je roule les dés de ma vie 100 fois, puis je suis pas mal sûre, je suis pas travailleuse autonome dans la majorité d'entre elles. Puis je pense que c'était un autre podcast de vous autres que j'écoutais que vous avez demandé être heureux au travail ou être heureux en amour dans vos ça ou ça. Moi, c'est d'une évidence, être heureuse en amour. Tu sais, comme tout ça, ça passe en premier, puis vous autres, c'est comme travail. Tu sais, moi, je suis pas comme ça. Fait que oui, je pense que je serais capable de... Est-ce que c'est quelque chose que tu vois arriver dans le moyen court terme, long terme? Ça, c'est une bonne question. J'ai toujours su que je voulais une famille, mais on dirait que l'élément déclencheur de se dire « Hey, c'est là qu'on... » On dirait que je le vois pas. Je suis comme un peu confuse, mais là, j'ai des amis qui viennent d'avoir leur premier enfant. Ça donne envie ça va un petit peu plus, c'est ça, la dynamique de notre gang, puis ça va nous donner envie. On va voir. Je te comprends. Je suis un peu dans les mêmes âges, dans les mêmes questionnements et tout ça. Mais c'est ça. Mais là, vous deux... comme vous serez pas capable là, de c'est ça qu'on voit. Ben c'est sûr que là on a vraiment des bons modèles. Nous on se voit faire ça, tu vois, c'est quelque chose que je trouve beau de mon chum, de voir ça tout mélangé dans le sens où ça va être famille, travail, couple. Ça va tout être mélangé, ça va tout être ensemble. C'est ce que je souhaite faire. Moi, je veux pas arrêter. En fait,
en ce moment, j'aime tellement ma job qu'on dirait que ça me fait un pincement de me dire ça m'éloignerait un peu de ça. Ouais. Mais d'un autre côté, c'est quand que tu vas moins aimer. C'est ça. C'est quand que je vais moins aimer ma job. Je me souhaite que je vais toujours l'aimer autant, là, mais en tout cas, il y a comme ça, moi, qui me fait comme un pincement. Tu sais, je suis un petit peu plus vieille que toi. J'ai 2 ans d'avance, si je peux dire, là-dessus, sur la question. Puis on dirait que je pense pas qu'il va avoir de bons moments, là. Mais puis d'un autre côté, c'est le fun parce que tu as quand même de l'expérience maintenant. Puis tu sais, c'est ça, c'est sûr. Ça nous fait devenir vraiment mature rapidement, avoir des enfants à niveau professionnel, du genre apprendre à déléguer, plus être en gestion de dossier qu'être dans les opérations, puis tout ça. Fait que, parce que vous l'avez appris à la dure. Nous, on l'a appris vraiment à la dure, puis on n'avait pas de modèle non plus. T'es chanceuse, non, c'est pas vrai. Oui, mais c'est vrai, là, j'ai plusieurs modèles dans mon entourage. Je voyais mes belles-sœurs, qui étaient mères à la maison, puis moi, dans ma tête, c'était ça. Ma mère était mère à la maison. Moi, j'étais comme, là, tu sais, je me suis zéro posé de questions, puis j'étais là... Je me suis pas remplacée du tout là, la première fois. Là, tu as un bébé naissant, puis il faut que tu travailles ton nombre d'heures que tu travaillais avant. Puis là, ça marche pas pantoute. Mais là, après ça, plus ça va, plus ça y va. Puis tu dis, OK, bon, mais ça, tu sais, c'est plus facile. Ça peut être fait peut-être par quelqu'un d'autre. Tu sais, bon, ça, il faut que je développe des idées. Je vais le garder. Puis après ça, peut-être cette personne-là va pouvoir le mettre en place. Puis ça. Fait que c'est comme si tu gardes juste le fun, j'ai l'impression. Tu gardes ça dans quoi tu es le meilleur. Puis après ça, tu vas trouver quelqu'un qui est meilleur pour faire les autres choses que toi. Bon, peut-être ça demande plus d'énergie ou plus de temps. Fait comme avec du recul, comme là, avoir un enfant, là, je suis sûre que ça irait tellement... Ben, ça n'a pas mal été avec mes autres. Ouais, mais je serais vraiment plus sereine, mettons. Ah, c'est clair. Mais j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as eu le luxe de te demander qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie? Est-ce que tu as pris le temps de te poser la question ou... C'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. Oui, non, vraiment pas. Tu sais, moi, j'ai fait ma première année de cégep, puis j'étais dans le programme business, il fallait faire un stage. Fait que j'ai fait mon stage dans l'entreprise familiale. C'est la première fois que je travaillais pas dans les restos, mais que je travaillais au centre de service avec mon père. Puis, tu sais, moi, je me rappelle, notre éducation financière était quand même très stricte chez nous. C'est nous qui payions nos études, on payait, tu sais, nos livres, notre parking. Fait que, tu sais, c'est quand même des gros sous, là, quand t'es jeune, de payer tes études. J'avais tout payé ça, puis c'était le 24 août, là, je déjeunais le matin, je retournais à l'école pour ma 2e année cégep. Mon père dit « Tu vas où? » Là, je dis, je vais à l'école. Il dit, j'ai besoin de toi au bureau. Qui va faire qu'est-ce que tu faisais cet été? Là, j'étais comme, là, je sais pas, là, je vais à l'école, tu sais, comme tous tes amis vont à l'école, tout le monde va à l'école. C'est pas une question que tu te poses à 18 ans. En tout cas, moi, de mon côté, c'est pas quelque chose que je me posais de je vais-tu à l'école ou non. C'était comme le cycle naturel d'aller à l'école, c'est ça. Fait que, tu sais, je me suis jamais vraiment posé de questions. Puis, tu sais, au début, j'étais comme, hey, peut-être que j'aurais aimé ça, faire de quoi d'autre. Puis, on travaille beaucoup avec des comptables, des fiscalistes. Ça a l'air tellement le fun d'être fiscaliste. Genre, l'immobilier, au début, notre père a toujours eu de l'immobilier, mais nous, on n'y touchait pas. Puis, j'étais comme, ça, j'aimerais ça. Fait que, tu sais, je me suis jamais posé de questions. Puis, au début, j'étais comme un peu, tu sais, je trouvais ça poche. Mais, tu sais, maintenant, je pense que je suis vraiment à ma place, puis j'aime ce que je fais, tout ça. Mais non, je me suis jamais posé de questions. Les choses quand même. Tu sais, comme toi, par exemple, l'immobilier, bon, c'était quand même un guess, là. Veux pas, c'était pas quelque chose. Ben, je sais pas, avais-tu des courtiers immobiliers dans ton entourage ou. Non. T'avais-tu la chance de côtoyer ça? Pas tout. C'était vraiment un essai. Ouais, c'est ça. J'ai foncé là-dedans à 100%. Puis même que, tu sais, j'avais une vision un peu romantique de la chose quand j'ai commencé. T'es tellement cute quand tu parles. Mais pour vrai, tellement. Mais je vais accompagner des gens dans des grandes étapes d'une vie, puis tu sais, un nouveau bébé ou un Non, mais c'est ça, pour vrai. Puis c'est ça, mais je pense que c'est ça qui me garde dans le milieu aussi, parce que, oui, c'est une fraction du travail, il y a tellement d'autres choses à faire, mais c'est ça le plus important, puis c'est ça qui me garde motivée. Effectivement, tu sais, le nombre de clients qui ont pleuré devant moi, juste à penser vendre leur maison ou parce qu'ils ont reçu une offre avec un montant démesuré qui va changer leur vie. C'est ce genre de choses-là, d'être là pour eux. Mais je trouve ça beau que tu crées un environnement où les gens, justement, vont être à l'aise de vivre ces grosses émotions-là avec toi. Je pense que c'est une paye en soi. Là. Oui. Toi, tu es rentrée dans l'immobilier un peu après la grosse vague des nouveaux courtiers, si je me trompe pas. Oui, effectivement. Comment, est-ce qu'il y a beaucoup de ces courtiers-là qui se sont essoufflés ou le marché est encore tellement fort que tout le monde a sa place? Puis, c'est une bonne question. J'ai pas vu beaucoup de courtiers commencer et se rediriger, changer de domaine ou quoi que ce soit.
c'est sûr que c'est difficile. Là. C'est un marché extrêmement difficile qui est pour les vendeurs, effectivement. Fait que si tu veux avoir des maisons à vendre, c'est là que tu vas faire énormément de sollicitations puis de démarchage. Puis que, oui, ma présence sur les réseaux sociaux peut être bénéfique pour les jeunes, mais c'est pas tout le monde qui a une maison à vendre qui va être actif sur les réseaux sociaux. Fait que ça, c'est... il y a Comment beaucoup de travail derrière pour percer au début puis démarcher? Eh bien, ça a commencé avec un petit peu plus d'acheteurs. Puis après ça... des cold calls. Oui, c'est ça, hein, t'as pas le choix. Jamais j'aurais pensé faire ça. Puis j'ai encore une... Ça va tellement être loin de ta personnalité. Oui, c'est pas la partie que j'aime le plus. Mais c'est dur de connecter avec les gens en 2 minutes, là. Oh oui, tout à fait, parce que... Puis ça a l'air d'être ta force, connecter avec les gens. Oui, mais admettons, moi, ça me fait plaisir d'aider quelqu'un qui a un réel projet puis qui veut accomplir quelque chose. Mais moi, sentir que je dois te vendre mes services puis que c'est pas ce que tu as de besoin, ça me met tellement mal à l'aise. Mais c'est ça, je pense que je suis capable de connecter avec ceux qui me rejoignent puis qui ont vraiment quelque chose à... Puis t'as-tu déjà eu un mandat en faisant des cold calls puis du porte-à-porte? Ah ouais, des fois ça marche, OK. Ben, la maison sur laquelle on s'est rencontrés, j'étais allée cogner. Je suis à vendre? Oui. Ah ouais? On m'a dit oui. OK. Mais c'est vrai parce que, mettons, mon frère cherchait une maison dans le même quartier que moi, puis lui, il est allé porter des lettres là, dans les portes. Puis il y a eu 3 appels. Quand même, hein? Fait que c'était pas des maisons qui étaient affichées ou peu importe. C'est juste ça réveille quelque chose chez les gens. Puis c'est-tu un peu comme le marché de l'emploi? Y a-tu tant que ça des transactions, mettons, qui se font sans qu'il y ait hors marché? Ouais. Ça, c'est une bonne question. Toi, clairement, t'en as pas conscience. Ouais, c'est ça. Si c'est le cas. En tout cas, moi, j'en ai eu connaissance de beaucoup dans mon quartier. Ah ouais? Oui. Moi, c'était hors marché. Moi, j'en connais beaucoup. OK, c'est fou. C'est ça que les mondes, ils vont aller faire leur démarche. Est-ce qu'il y a des courtiers qui vont être dans ces transactions-là? Non, pas du tout. Ils vont aller direct au notaire. Comment ça fonctionne? Oui, c'est direct au notaire. Ouais. Okay. Mais je pense, j'ai l'impression que c'est 100% de eux que j'ai eu connaissance, c'est des gens qui connaissent très bien le quartier, soit qui ont vécu là ou peu importe, puis ils vont porter... Ça doit pas être des premiers acheteurs comme nous qui... Oui, c'est ça. Fait que, mais je trouve ça hot, ça. On dirait que c'est comme le destin. Oui, hein? Ouais. C'était pas à vendre. Une belle chose magnifique de la vie. Ouais, c'est ça. C'est un très gros avantage. Là, si vous pouvez vous permettre de ne pas avoir d'intermédiaire puis que le contact est déjà là, pourquoi pas? T'sais? Mais en même temps, ça ouvre la porte aussi à un marché qui est plus vaste un peu, je peux dire. Ben, c'était quand même de dénicher quelque chose qui est pas sur le marché. Surtout, justement, dans un marché. Est-ce que c'est quelque chose, mettons, que tu pourrais faire avec des clients? Mettons, tu as des clients que ça fait, je sais pas, 1 an qu'ils cherchent, mais il n'y a jamais de nouvelles maisons qui se mettent sur le marché ou qui se mettent à vendre. C'est des choses que vous avez déjà faites, mettons? Oui, je l'ai déjà faites. Okay. Oui. Ah ouais, pour comme des acheteurs? Est-ce que ça a tourné avec une transaction en particulier? Non, malheureusement, mais... Ça vaut la peine d'essayer quand même. Exactement. Sait-on jamais qu'est-ce que ça peut donner. Tu deviens un peu plus confiante à faire du porte-à-porte, puis ton nom circule, puis on sait jamais. Peut-être qu'ils vont garder ta carte, puis qu'ils vont te rappeler à un certain moment. Fait que, c'est quoi que ben, ça fait juste 2 ans, ça fait quand même 2 ans. C'est quoi qui t'a aidé à te stabiliser un peu dans ta carrière? À me stabiliser? Au niveau du nombre de transactions ou de... Non, je dirais, tu disais, bon, j'ai dit au monde, après 8 heures, ça se peut que ça aille au lendemain, des choses comme ça, tu sais, que c'est fou, là. Moi, je vous trouve bon, les courtiers, là, on en a fait des visites, là, le soir, les fins de semaine, quelques heures de préavis, des choses comme ça. Y a-tu des trucs qui t'aident à te sentir bien quand même mentalement, malgré tout le inflow qui arrive? Oui, bien ça en est un bon exemple. Puis aussi suivre la vague de l'année. Okay, oui, hein? Oui. Parce que là, l'été, c'est plus tranquille. C'est normal que ce le soit parce que la majorité des gens veulent déménager pour le 1er juillet ou vendre pour le 1er juillet. Après ça, pendant l'été, ils sont en vacances. Ils pensent pas trop à ça. Puis à l'automne, ça reprend en fou. Puis moi, l'année passée, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'avais la pédale dans le fond dès l'été. Puis je faisais full de sollicitations à aller chercher des clients. Tout ça, que je me suis épuisée. Oui, parce qu'après ça, ils te rappellent, mais comme plus tard. C'est ça. Fait que là, finalement... tous les courtiers m'ont dit il faut que tu suives la vague, que tu profites de ton été, que tu pousses pas la pédale dans le fond. Puis là, à l'automne, ça va reprendre. À l'hiver aussi. Puis là, l'été va recommencer. Puis tu vas pouvoir comme te déposer. Ouais, c'est ça. Fait que c'est important que tu d'avoir suives tes moments de rush puis tes moments de... Puis tu peux pas être toujours sous pression, là. C'est plus ou moins viable. Oui, c'est ça. On va se dire. Penses-tu que la majorité des courtiers sont bienveillants les uns envers les autres ou quand même, il y a beaucoup de compétition, là. Vous êtes en très forte compétition. Puis c'est un bon point que tu amènes quand on parle de l'horaire, le train de vie qui n'a pas d'allure. C'est un beau conseil que tu as reçu. On est horrible entre nous. Ah oui, c'est ça, hein, parce que vous vous mettez cette pression-là aussi. Vous vous écrivez super tard, puis entre vous. Des fois, je vois ça, là, présentation d'offres lundi à 21h. Je suis comme,
Pourquoi tu fais ça? Ouais, c'est ça. Pourquoi tu nous infliges ça? Ouais. À toi aussi, tu sais. Ouais. Comme il y en a une que j'ai faite, c'était le 23 juin, genre ça tombait, tu sais, la Saint-Jean, un vendredi soir, tu sais, comme pourquoi? Puis, tu sais, je pense que c'est comme malgré nous aussi. Ouais. Là. À un certain point, j'étais dans une transaction avec un courtier en particulier, puis je lui avais demandé une question qui était quand même importante là, pour mes clients. Puis là, je ne reçois pas de réponse, je l'appelle, pas de réponse. Puis là, ça fait une couple d'heures, puis, tu sais, j'étais impatiente, mettons. Puis je ne l'ai pas retexté, mais je me disais, c'est quand même weird. Genre, il devrait me répondre. Puis là, il a fini par m'écrire à 5 heures. Il dit « Hey, je suis tellement désolée pour le délai. Ma blonde vient d'accoucher. Je suis à l'hôpital. Je te rappelle demain matin. » Puis je me sentais tellement mal. Puis j'étais comme, je contribue à cette horrible culture de travail. C'est mais c'est ça, pareil. On a des attentes tellement élevées les uns envers les autres parce que nous, on travaille 24/7. Fait que toi, tu devrais travailler 24/7. Ouais, fait que c'est c'est comme... Vous prouvez entre vous. Genre, ouais. Vous voulez vous prouver. Et considères-tu que tu es compétitive dans ce milieu-là? C'est une bonne question. Pour obtenir un client, non. Parce que je juge que si tu veux vraiment travailler avec moi, tu vas travailler avec moi, puis je veux pas te forcer non plus. Parce que je pense que c'est ce qui fait la meilleure collaboration. Mais si mon client dit « je veux cette maison-là », oh oui, là, je suis extrêmement compétitive. Puis ma présentation, elle va être de feu. Là. OK. Puis est-ce que, tu sais, t'as dit des fois, tu fais écrire des lettres à tes clients pour avoir des maisons. C'est quoi l'affaire la plus bizarre? Bizarre. Ou engagée que vous avez faite pour vous mettre de l'avant? Oui. C'est pas, selon moi, c'est pas étrange, mais ça valait définitivement la peine de le faire. OK. C'est une propriété qui était mise en vente par la famille parce que c'était une succession. Le propriétaire s'était suicidé dans le garage. Ça, c'est toujours des transactions qui sont assez chargées. Ça, t'es obligée de le mentionner? Oui, tout à fait. Puis mon client, il était au courant. Ça avait été divulgué, puis il était même allé voir la vie de décès. Il comprenait un peu l'entourage, puis qu'est-ce qui s'était passé réellement. Puis moi, j'ai déjà vécu un suicide dans ma famille, fait que ça me touche particulièrement. Puis je pense que c'est un sujet délicat, que c'est pas tout le monde qui est à l'aise d'aborder. Puis je pense que la majorité, parce qu'il y avait 10 offres là, sur cette maison-là. Ah ouais. Puis je suis pas mal sûre que la majorité des courtiers sont complètement passés à côté, puis ont fait comme si de rien n'était, alors que c'était super important pour moi de parler aux enfants, puis d'aborder ce sujet-là, puis de dire à quel point mon client serait honoré de pouvoir, serait honoré d'habiter là, d'honorer la vie de leur père. Puis là, je suis quand même motivée d'en parler, mais ça les a clairement touchés. Puis on dit que j'étais la seule qui en avait parlé, qui avait fait une belle lettre. Puis effectivement, pour eux, avoir un bon montant d'argent, c'était important, mais encore plus de savoir que leur père allait être fier de la personne qui allait prendre sa maison. Fait qu'on n'avait pas l'offre la plus élevée, puis on choisit mon client quand même. Fait que ça, oui, ça fait la différence, tu sais. Vraiment de l'histoire. Ouais. Laura, pour terminer, on a quelques questions en rafale. Oui. Des questions à court développement. OK. Ça, je vous avertis, je suis poche là-dedans. On dirait que je me justifie toujours. Je peux pas dire oui ou non. OK, première question. Qu'est-ce qui est le plus payant maintenant, YouTube ou courtier immobilier en démarrage? Courtier immobilier. Oh! Une ou plusieurs visites pour une maison? Sur la même maison? Oui. Dans le marché actuel, on ne peut pas se permettre plus généralement, mais si c'est possible, plusieurs. Pour les premiers acheteurs, acheter un plex ou une maison unifamiliale? Parce que si on parle juste de la question monétaire, revenu, évidemment qu'un plex, c'est mieux, mais les gens, mettons les courtiers que tu vois sur TikTok, là, ils négligent toujours c'est quoi tes réels intérêts, puis c'est quoi ton style de vie. Ouais. Personnellement, même si je suis courtière immobilière, je ne voudrais pas gérer des locataires, puis je pense pas que c'est la qualité de vie que je veux. Donc, maison unifamiliale, puis il faut vraiment que tu sois aux aguets par rapport à tes attentes. C'est quoi la vie que tu veux mener, dans le fond? Ouais. Parce que, c'est ça, tu vas faire un profit pareil avec ta maison unifamiliale. Est-ce qu'il va être aussi grand qu'un plex? Peut-être pas, mais... C'est surtout sur la qualité de vie. Oui, exact. Ouais. Acheter maintenant ou plus tard? Maintenant. Même hier. Hier, c'est ça. Oui, clairement. Dernière question. Acheter moins cher et rénover ou plus cher mais clé en main? C'est la même chose que la qualité de vie et tes compétences, comme si tu es bien manuel puis que ça te tente, c'est un projet qui t'intéresse. Évidemment que c'est plus rentable d'acheter une maison à rénover, mais même moi, j'ai acheté un clé en main puis je regrette pas en tout parce que ma qualité de vie n'a pas été affectée. Puis c'est quoi, selon toi, les secteurs de la Ville de Québec qui sont les mieux pour des premiers acheteurs? Je peux dire le rapport qualité-prix. C'est une bonne question. Bien,
moi, je ne me dérange pas de le dire, j'habite dans le quartier Saint-Louis, à Sainte-Foy, et c'est que des petits bungalows des années 60 à 80. Puis il y a tellement du beau potentiel, que ce soit déjà rénové ou à rénover. C'est super bien situé aussi, proche des ponts. J'adore ça. Mais si on parle, par exemple, de Val-Bélair, il y a énormément de premiers acheteurs qui vont vers là parce que ça a tout été développé avec du neuf. Fait que tout dépend de ce que tu veux. Un peu partout. Je pense que tu te trompes pas à Québec, honnêtement. Laura Gabrielle, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous pour l'invitation. J'ai adoré en apprendre davantage sur vous puis pouvoir parler de mon parcours. Merci. Très intéressante discussion avec Laura Gabrielle. Pour vrai, j'ai adoré sa manière de s'exprimer. Elle est tellement positive. On le voit clairement dans ses vidéos qu'elle est très joviale, très humaine. Puis pour vrai, c'est 100% le cas dans la vraie vie. Une amour. Oui, vraiment une très belle personnalité. Puis je lui souhaite beaucoup de succès parce qu'on voit qu'elle a vraiment à cœur le succès des transactions qu'elle mène. Oui, vraiment. Si comme nous, vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes pour en apprendre toujours plus sur des entrepreneurs d'ici.